J'ai reçu ici même déjà Frédéric Cotte, puis Pierre Mottet, à la suite d'un interview qu'avait accordé le maire, Daniel Duveyri, à Regard Actu, interview qui portait sur les mesures d'économie qui allaient être prises très prochainement sur la ville de Montluçon et sur la Loire, suite aux annonces du gouvernement de réduction des dotations de l'État pour les collectivités territoriales. Et on sait que le maire, il l'avait déjà dit à Regard Actu, va faire ses économies essentiellement sur les associations, ce qu'il appelle lui le budget de fonctionnement. Alors ma question elle est plus compliquée. D'abord, cette politique d'austérité qui touche l'ensemble des collectivités territoriales, vous, au niveau de votre groupe, qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce que vous approuvez cette politique nationale qui consiste à diminuer les subventions, les dotations aux collectivités? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que le ciblage des économies que propose le maire sont pertinents? Est-ce que c'est pertinent de votre point de vue? Et est-ce que vous êtes prêt à discuter avec le maire sur d'autres pistes d'économie? Bon, merci Philippe. Donc, c'est vrai que le premier problème, effectivement, c'est la diminution des dotations au niveau national. Et comment fonctionne un budget? C'est par des recettes et des dépenses. Donc, jusque-là, rien à dire. Le problème qui se pose avec cette diminution des dotations, c'est que moins on a de recettes, moins on a des capacités même à investir, parce que quand même, c'est ces recettes qui vont générer de l'épargne et qui vont permettre de dégager des moyens nécessaires pour investir. Et ce sont ces investissements par le biais du renouvellement qui vont apporter de l'argent pour financer les besoins. Alors le problème, c'est que nous, on avait déjà dit, avec une baisse de recettes, aujourd'hui, il est inenvisageable d'augmenter les impôts. Parce que donc avec des recettes qui diminuent, donc ce qui va se poser, c'est la seule système, si on voulait maintenir le même niveau de recettes, c'est d'augmenter les impôts, alors que je crois qu'aujourd'hui tout le monde a conscience que le niveau des prélèvements, autant au niveau national qu'au niveau agglomération et communal, sont devenus tellement, le niveau est tellement important qu'on ne peut pas envisager d'augmenter ces recettes. Donc ça, hypothèse au niveau des recettes, donc difficile d'augmenter ces recettes. Maintenant arrive un budget recettes-dépenses, arrivent les charges de fonctionnement. Alors nous aussi on avait dit que avant de prendre toute décision, la première des choses c'est de regarder déjà, faire un diagnostic de la situation des dépenses. Parce que je trouve qu'il ne suffit pas de dire on va baisser la dotation aux associations pour que le problème soit réglé. Le premier travail à faire, il me semble, avant toute décision, c'est de faire ce diagnostic sur l'organisation, sur le fonctionnement en général de la municipalité et de la communauté d'agglomération pour voir qu'est-ce qui peut sortir déjà comme marge de manœuvre, dégager des économies au niveau par l'organisation, par la mise en place d'une organisation de mutualisation au niveau communautaire sur certaines choses. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'on peut voir comment répartir les efforts entre les associations, parce que les associations, on est tous contents de les trouver parce qu'elles jouent un rôle essentiel dans le lien social, dans le lien de solidarité. Donc on ne peut pas dire tout de suite, et nous en tout cas, nous sommes contre cette position de dire diminution de 10%, pour nous ça ne veut rien dire. On ne peut pas prendre des décisions comme ça sans avant faire un travail de diagnostic sur la situation, sur l'organisation, faire en sorte qu'au niveau de la communauté d'agglo, comme de la municipalité, que les moyens en termes de personnel sur le terrain, là où on a besoin des agents municipaux sur le terrain, sur tout ce qui est le service public,
est-ce que dans tous les secteurs d'activité, ces moyens sont suffisants? Peut-être qu'il faudra travailler sur les situations de cadres intermédiaires, voir est-ce que au niveau encadrement, il n'y a pas une réorganisation à mettre en place pour dégager des moyens, parce que aussi j'ai entendu dire certains que dans certains services, on a commencé à dire voyez dans quel poste vous pouvez, au niveau personnel, vous pouvez diminuer les dépenses. Je crois que là aussi ce serait une erreur parce que on sait que souvent ce qui en pâtit, c'est le personnel qui est en contact direct, qui est sur le terrain. C'est là où on va commencer à supprimer les postes, alors que les besoins, le rôle d'un service public, c'est de maintenir une couverture finalement des besoins de la communauté, la présence des services publics dans tous les secteurs de la ville comme de la communauté d'agglo. Et peut-être que, ça va sûrement pas plaire à tout le monde, mais je crois qu'il y a un travail de fond à faire sur l'organisation au niveau de l'encadrement, voir quelles sont les marges de manœuvre par un système de mutualisation entre les communes, entre les services, et faire en sorte en tout cas que le personnel de terrain ne soit pas affecté dans cette réorganisation, parce qu'on ne peut pas augmenter les impôts, mais il ne suffit pas de dire qu'on va diminuer les subventions de 10% pour que le problème soit réglé. Le travail de fond à faire, c'est faire ce diagnostic en associant les agents, en travaillant sur la définition, parce que de où est-ce qu'on peut trouver des marges de manœuvre dégagées pour réduire ces dépenses et répartir cet effort sur l'ensemble du budget. En tout cas, nous sommes contre une position qui serait de dire on doit partir sur une diminution de 10% des subventions. Pour nous, ça ne veut rien dire. En même temps, tu n'as pas répondu à ma question de départ qui est, vous, en tant que groupe de l'opposition, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces réductions qui sont imposées par l'État? Est-ce que vous avez l'intention, par exemple, d'interpeller le gouvernement sur les dotations aux collectivités territoriales? Mais voilà, prenons l'exemple, tu parlais des rythmes scolaires. Aujourd'hui, et c'est pas nouveau, on sait que quand même l'État prend des décisions de façon unilatérale et transfère tout dans les collectivités. Mais sauf que les collectivités ne peuvent pas augmenter les impôts parce qu'aujourd'hui, les Français en ont ras-le-bol de payer des impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter, que ce soit au niveau national qu'au niveau local. Ça, tout le monde se plaint. Donc, à partir de là, rythme scolaire, on met en place un système à marche forcée. Pour moi, donc on a déjà donné notre position par rapport à ça, sauf que effectivement c'est une dépense supplémentaire qui apparaît. Cette dépense supplémentaire, comment la financer? C'est pas par des recettes supplémentaires à travers l'impôt. Et en même temps, diminution des dotations, quand même des milliards sur plusieurs années, 11 sur plusieurs années, donc cet argent, il faut bien qu'on les retrouve quelque part. Donc, en même temps que l'État demande transfert des compétences, transfert des obligations, il diminue. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même ces efforts de gestion qui sont demandés, l'État, de son côté, ne le fait pas. Les représentants, que ce soit les élus au niveau national, ne le font pas. Prenons un exemple concret, on nous parle de la réforme territoriale. Au départ, on ne devait pas avoir plus de 150 conseillers régionaux dans les régions. Il y a eu des négociations et finalement on dit on va maintenir le même niveau de conseillers régionaux qu'avant. Donc finalement on est en train de faire une réforme dont le but au départ c'était de dégager des économies et à la fin on va se rendre compte qu'il n'y aura pas autant d'économies que cela. Et donc, du coup, l'État ne peut pas se permettre tout le temps de transférer et d'obliger les collectivités à prendre en charge surtout tout ce qui est autour de la solidarité et en même temps diminuer les recettes. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un problème difficile
Et que c'est pour ça que je suis quelqu'un qui aime bien, avant de prendre des décisions, faire un diagnostic, regarder, ne pas prendre des décisions parce que c'est trop facile et c'est trop sérieux, il me semble, parce que ça veut dire que chaque fois qu'on diminue des subventions aux associations qui ont une place importante, c'est parce que derrière, en aval, ça va être des personnes qui auront du mal à être accompagnées dans leur quotidien. Et c'est ça, c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas qu'on prenne cette question en s'envoyant des, comment dirais-je, des positions idéologiques. Hein. Donc il faut remettre à plat, et pour remettre à plat, c'est le diagnostic, regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Au niveau de la communauté d'agglomération, qu'est-ce qui est possible de mutualiser? Parce que si on décide de travailler au sein de la communauté d'agglo avec autant de communes, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité aussi de dégager des marges de manœuvre. Et ça, il y en a. Ça, je crois qu'il ne suffit pas, on n'a pas besoin de... Le bon sens fait que si normalement on se rassemble, à un moment donné, on doit être en capacité de dégager des économies et travailler sur ces économies, comment les répartir. Mais vous seriez plutôt, au niveau de votre groupe, plus favorable donc à étudier cas par cas la situation des associations, tout à fait, leur utilité, tout à fait. Pour moi, sûrement, il doit y avoir des associations où leur enlever 500 € ne va rien leur... Il n'y aura pas de conséquences parce que c'est des associations qui ont d'autres recettes, mais pour d'autres, ça va être difficile. Et là, d'ailleurs, nous, par rapport aux associations, on avait un projet, c'était de dire, les associations, elles ont besoin de quoi? C'est pas les 500 €, les 30 €, les 50 €, parce que des fois, des subventions, c'est ça, hein. C'est 50 €. Hein. On vote beaucoup plus de subventions à 50 € que de subventions à 2 000 ou 15 000 €. C'est quoi? Ces associations ont besoin d'un accompagnement pour les accompagner dans leur mission. Un accompagnement souvent matériel, souvent technique. Le problème des salles, à Montluçon, je crois que c'est à peu près réglé, même si tout le monde ne peut pas être satisfait, ça c'est normal. Et donc, du coup, ce qu'on leur donne, ils vont utiliser ça pour éditer un journal, pour faire des rencontres, pour louer du matériel de sono, pour mettre tout de suite cet argent qui est donné dans la réalisation de leur mission. Et c'est pour ça que nous, on avait dit, mais pourquoi on ne créerait pas, là aussi, on revoit totalement le fonctionnement du service de la vie associative, qui n'est pas là que pour servir de réserver des salles de réunion, et de dire, voilà, pourquoi ne pas travailler, là aussi, hein, parce que je suis un adepte de la mutualisation et de la coopération, parce que j'ai fait ça à titre professionnel depuis plus de 25 ans. Donc, et je sais ce que ça peut dégager comme moyen pour que tout le monde puisse avoir dans la qualité d'émission. Exemple d'un journal. Peut-être que Monsieur le maire, il est contre les emplois à venir, parce qu'il trouve que c'est inutile, les contrats aidés. Sauf que je crois qu'il ne se rend pas compte un jour où je vais essayer de lui expliquer ce que ça apporte vraiment ces contrats aidés quand c'est fait intelligemment. Pourquoi ne pas créer des emplois à venir avec des jeunes qu'il faudra former derrière, pour que ces jeunes soient des aidants pour les bénévoles, pour les accompagner dans l'édition d'un journal, dans la sonorisation de leur manifestation. Et un emploi à venir, un coût net, c'est 9 000 € sur l'année, pour avoir un temps plein. 9 000 €, une subvention, supposons il y a 200 associations qui vivent réellement. Si on fait 200 € avec une subvention de 100 €, donc, alors que 100 € ne vont pas apporter grand-chose à l'association, sauf à envoyer quelques termes. Voilà. Donc, on voit que rien que on pourrait créer pratiquement 2 postes d'emploi à venir pour accompagner les associations dans le domaine
de la sonorisation, dans le domaine de la publication des journaux. Et en plus, préparer ces jeunes par une formation pour que, après ces 3 ans, ces jeunes puissent avoir un diplôme et vivre une vie professionnelle qui les épanouit. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on remette en question notre façon de voir les choses. C'est pas le fait de distribuer 50 € par-ci, 100 € par-là, 200 €, 500 €. Peut-être que aussi, on peut dire, voilà, on va travailler avec les associations, on va signer un contrat d'objectifs et de moyens avec ces associations, avec des engagements de leur part. Ça veut dire qu'ils rendent compte à la collectivité de ce qu'on fait, de l'utilisation des moyens qu'on leur donne. Donc inventer, parce que c'est ça qui nous manque. Quand les ressources diminuent, ce qu'il faut, c'est de la créativité, de l'inventivité. Et ça, il ne suffit pas de dire qu'on va baisser de 10% pour y arriver. Donc voilà des exemples concrets. Des pistes en tout cas. Voilà, des pistes qui feront que les associations vont être soutenues parce que les bénévoles vont être soulagés de ce qui leur prennent du temps, qui fait que de plus en plus on a du mal à trouver des bénévoles qui s'engagent sur le long terme. On va arriver, on va commencer à s'occuper du site internet parce qu'on est passionné, et puis on se rend compte qu'il faut aller s'occuper de la petite fille, du petit garçon qui est dans le sud. C'est la réalité. Hein. Donc, après, on commence à perdre du temps parce qu'on se rend compte que finalement, on a quitté cette vie professionnelle pour vivre dans le bénévolat et que les contraintes font que ce bénévole n'est plus disponible et petit à petit, il laisse tomber. Ce qui fait que la mission qui avait fait qu'il était passionné, il voulait s'engager pour cette association, mais il ne se sent plus le courage. Donc ça veut dire que si on leur apporte cette aide, ce soutien, et là ça vaut plus que donner 200 € ou 300 € à cette association. Mais à part ça, ça veut dire signer un contrat d'objectif avec des règles de fonctionnement, avec des comptes rendus, avec une présence dans les assemblées générales de représentants de la communauté, donc pour voir comment les moyens sont utilisés. Et ça, on pourrait démultiplier. C'est pareil pour le sport. Quand je vois qu'il y a des clubs, des associations sportives qui ont du mal à transporter leurs jeunes qui vont partir jouer, faire des compétitions à Clermont ou ailleurs parce qu'il y a des problèmes de transport aujourd'hui, tous les parents ne peuvent pas se permettre de mettre du carburant et amener les enfants ou groupes d'enfants dans les différentes régions pour accompagner les jeunes. Donc là aussi, il faut qu'on soit inventif. Peut-être qu'on pourra travailler pour mutualiser. Là, je reviens toujours à ce terme de mutualiser. Deux les motifs, la mutualisation et la formation. La formation. Pour moi, et ça, c'est des éléments, c'est ce qui va permettre de dégager des ressources et que du coup, les 200 €, donc dans ce cas où, tu vois bien, je ne suis pas à te dire on va augmenter de 10, pour moi, ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité d'inventer une nouvelle façon de travailler Et de fonctionner. et de fonctionner. Et c'est ça la réalité.